Bien, chers amis, c'est un bonheur que de vous retrouver après une si longue absence. Il s'en est passé des mois et des semaines sans que nous sachions si oui ou non nous allons relancer cette université de Nice Interage qui bientôt fêtera ses 50 ans. Et de vous voir aussi nombreux aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'il y ait 20 à 30 personnes, de vous voir si nombreux aujourd'hui, j'en déduis que nous allons remonter une pente qui avait été glissante. Deux chiffres, généralement nous sommes à l'entour de 2000, mais l'année du Covid, on a chuté de moitié. Nous sommes tombés à 1043 adhérents. Et cette année, nous remontons. C'est-à-dire que bientôt, nous serons à l'étiage, qui pour nous est 2000, et je l'utilise au sens premier d'étiage. D'ailleurs, pour nous, c'est le niveau bas, 2000, mais on devrait être beaucoup plus nombreux. Et c'est pour cela que, d'abord, je voudrais saluer Madame Cosanier, qui nous reçoit dans cette belle salle, saluer ma collègue, Madame Monnier-Pierre, avec laquelle j'ai partagé les bancs, si on peut dire, du conseil municipal pendant 12 années. On était chargés tous les deux des seniors. On ne les a pas quittés tout autant qu'on veuille bien vous qualifier de seniors ou se qualifier de seniors, en fait. Nous sommes des citoyens dans la ville qui aspirons à avoir une vision vaste de la société, de l'histoire, de la science et de la civilisation. Alors on va procéder d'une manière simple. Je vais passer tout de suite la parole à ma collègue. Peut-être que, mais il va venir, notre ami, mon ami Auguste Vérola, qui représente le conseil départemental, va peut-être arriver dans un instant. S'il n'est pas là, je le suppléerai. Je parlerai pour lui, comme ça, on est sûr qu'il sera là. Et puis ensuite, je reprendrai la parole et Alain, qui me succédera, vous donnera des informations extrêmement précises, en même temps qu'il vous présentera de quelle manière nous comptons amorcer cette nouvelle année. Juste un point, pour signaler qu'à l'entrée, vous avez Mathieu et Cécile. Sans eux, on ne serait pas grand-chose. Avec eux, on est tout. À ma gauche, Alain, on se connaît depuis la Passarson, c'est-à-dire que ça remonte à des années incroyables. Je devais avoir 14 ans, 15 ans quand on s'est rencontrés, on ne s'est plus quittés. Et je dois dire que sa présence à mes côtés m'est d'un support impressionnant. Et enfin, je voudrais vous dire, parce que là je suis rentré tout à l'heure et j'ai reçu une espèce de petite pince au cœur. 1975, la création de ce qui allait être l'UNIA. Combien y en a-t-il dans cette salle qui ont adhéré dès 1975 ? Personne. J'ai adhéré juste après. J'ai dû adhérer en 1977. Mais j'en connais une qui a adhéré dans ces eaux-là et qui, pour moi, représente l'UNIA depuis le début, c'est André Tassot. J'avoue que ce matin, en rentrant, de voir André qui était assise, comme d'habitude, au premier rang. André qui nous a préparé le programme pendant tant d'années et qui symbolise ce qu'il y a de mieux comme étudiant senior. Eh bien, ça a été un petit peu comme ces hirondelles qui annoncent le printemps. Je me suis dit, du moment que Dédé est là, l'année va être excellente. Et puisque ça va être une année excellente, je demande à ma collègue de bien vouloir venir. Ou préfères-tu parler de... Elle va venir par là. Et puis je reprendrai la parole après. Madame Monnier-Pierre, adjointe au maire en charge des seniors. Toujours difficile de passer derrière Jean-Michel parce que c'est un orateur et que vous avez l'habitude de l'entendre. En tout cas, merci de m'accueillir. Et c'est vrai que c'est un moment qui est émouvant parce qu'après cette période compliquée au niveau sanitaire, on a tous plaisir à se retrouver. Puis en même temps, c'est toujours un moment un peu particulier
Donc, je suis heureuse que vous soyez là. Alors, nous sommes complémentaires. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil aussi à mon ami Jean-Marc Guillaume, qui est adjoint au maire en charge du sport, avec qui j'étais juste avant de venir, parce que justement, nous menons des actions communes. Et c'est vrai que c'est ça que je voulais transmettre comme message aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est une équipe, et une équipe soudée et solidaire pour essayer justement d'être en complémentarité pour permettre à tous les seniors, et c'est vrai que je disais tout à l'heure à Jean-Michel, 100 000 seniors dans cette ville, c'est un challenge, et qu'on a intérêt justement à tous travailler main dans la main pour essayer de proposer à chacun d'entre vous quelque chose qui lui convienne, parce que c'est vrai que ce moment où progressivement on va quitter la vie active, ça ne veut pas dire que bon, bah voilà, j'ai fait pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans le même métier. Je n'aspire pas à découvrir d'autres choses, à vivre d'autres expériences. Eh bien, notre challenge à nous, c'est justement de vous permettre de faire ce que vous n'auriez pas pu faire jusqu'à maintenant parce que il y avait les enfants, il y avait le travail, parce qu'on ne s'autorisait pas. Et justement, c'est ça l'objectif qu'on essaye de porter. En tout cas, dans notre ville, je pense qu'on y réussit parce que l'UNIA a un programme qui est extraordinaire et c'est vrai que je le suis par membre interposé aussi dans ma famille. Et donc, je peux témoigner de l'excellence de ce qu'on vous propose. Nous, on essaye aussi, au niveau de la direction des seniors de la ville de Nice, de vous proposer autre chose en complémentarité. Je dis toujours, quand il s'agit de travailler ensemble, c'est quand même plus sympathique de se dire toi, tu es bon là, toi, tu es meilleur là, et on le met ensemble, parce que je crois que vous méritez tous ce qu'il y a de mieux. Et en tout cas, merci d'être aussi nombreux, et puis de nous pousser, parce que c'est vrai que c'est ça aussi qui est cette force dans cette ville, c'est de se dire que quand on est senior, on n'est pas uniquement des consommateurs d'activités, on n'est pas devenu, j'allais dire, le sac informe. Vous savez, dans notre société, on a toujours tendance à mettre les gens dans des boîtes avec des étiquettes. Alors, il y a les petits, il y a les élèves, il y a les étudiants, il y a ceux qui sont dans la vie active ou pas, et puis d'un coup, il y a les seniors. Mais tous ces gens-là ont vocation à vivre ensemble, à partager des moments, à échanger. Et justement, pour moi, je pense que la force d'une ville et d'un pays, c'est de se servir des compétences de chacun et de l'expérience. Et que quand on crée ces liens-là, et ce lien qui est humain et social, eh bien, on a une belle société qui avance. Et puis en même temps, on continue à vivre et à plaisir. Et c'est vrai que moi, j'avais été étonné par Pascal Bruckner qui avait écrit un livre où il disait que finalement c'était l'été indien. Et ben, j'espère que vous allez vivre et que vous continuez à vivre un été indien et que vous allez inviter tous ceux qui n'osent plus ressortir de la maison, parce que c'est ça aussi, hein, quand on est resté isolé pendant un moment, quand on... Finalement, des fois, je disais, on a parlé au mur ou à la télé parce que voilà, c'était compliqué. Quand on est resté derrière des écrans, on a oublié que l'être humain, il est fait pour se parler, pour échanger, pour justement commenter aussi, et puis continuer à apprendre et à faire partager aux autres. Donc essayons de partager ensemble le plaisir d'être en vie et d'avoir l'envie de continuer à apprendre, parce que ça c'est l'enseignante aussi que je suis, qui pense que toute sa vie, on a un cerveau, on est là pour apprendre. Et puis ma grand-mère me disait toujours, la petite vieille, elle ne voulait pas mourir parce qu'elle en apprenait tous les jours. Et donc tous les jours, je me dis, allez, on y va, on lâche rien et on continue. Et on y croit. Alors, bonne rentrée. Merci à Jean-Michel de ce qu'il vous propose. Et puis, à bientôt pour d'autres aventures complémentaires. Ma chère collègue, je voudrais, au nom de tous les membres de cette université de Nice-Saint-Érage, te remercier. Je passe du vous au tu parce que c'est un tu affectif. Te remercier pour les paroles aimables et encourageantes que tu nous as exprimées. C'est vrai que cette UNIA
vit depuis tellement d'années qu'on ne peut imaginer qu'elle disparaisse du paysage politique, culturel et scientifique. Alors, le moment est venu de prendre quelques échelons, de façon à voir de quelle manière se produit la courbe qui nous amène aujourd'hui. Cette UNIA a été créée en 1975. C'était une période où il avait été décidé, puisqu'il y avait un nombre impressionnant de citoyens qui avaient du loisir, aussi bien les hommes que les femmes. Ce n'étaient pas forcément des seniors ou des retraités, c'était des gens qui, après avoir eu un cursus à l'université ou même à l'école, ou qui s'étaient formés eux-mêmes, avaient besoin de revenir quelque part où on puisse leur faire le point sur un certain nombre de données que l'on qualifie scientifiques et universitaires et qui constituent le programme de ces associations qui sont nées en 1975. La première conférence, en 1975, a eu lieu ici. C'était mon collègue, le professeur Poirier, à l'époque, qui a porté cette université sur les fonds baptismaux de l'histoire locale et de l'histoire universitaire. Mais petit à petit, cette université s'est accrue en nombre et a affirmé sa présence. C'était quoi? C'était quoi exactement? C'était, je n'ai pas d'autre expression, l'UNIA a toujours été, comme toutes les UNIA de toutes les académies de France, l'UNIA pour l'Académie de Nice a été la fille aînée de l'université. Comme l'on dit la fille aînée de l'Église, eh bien l'UNIA c'est la fille aînée de l'université. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'à l'époque, on s'est dit que plutôt que de déplacer les personnes à l'université, encore valait-il mieux qu'ils se regroupent et que ceux qui voulaient leur faire partager le savoir et la culture viennent à eux pour leur enseigner, pour leur faire partager l'acquis de la science. Ce qui fait que de 1975 à 2000, nous avons été un service commun de l'université. Plus universitaire que ça, tu meurs. Si vous me permettez cette expression un peu triviale. Pourquoi? Eh bien parce que nous étions au même titre que la géographie, que l'histoire, que le grec, puisque j'enseignais le grec à cette époque-là, que toute autre matière, nous étions membres à part entière, nous étions un service commun de l'université. Aucun enseignant ne pouvait donner des conférences à cette université s'il n'avait pas l'aval de l'université. C'était véritablement la fille aînée, parce que c'était l'âge de ceux qui participaient, la fille aînée de l'université. Mais j'habite à côté de la faculté des lettres, de la faculté Carlone. Aujourd'hui, quand vers les midis, on ouvre la fenêtre et on regarde le parvis, l'immensité des étudiants est stupéfiante. Il est arrivé un moment où nous prenions tellement de place, nous occupions tellement de salles, qu'on nous a dit, on m'a dit, le président de l'université de l'époque m'a dit, « Monsieur Galli, il faudrait que vous sortiez l'UNIA de l'université. » Alors que l'UNIA était une partie prenante de l'université, il fallait en garder l'esprit tout en sortant l'UNIA de l'université et la mettant en ville pour qu'elle puisse louer, acquérir des locaux de façon à pouvoir continuer à fonctionner. Mais l'état d'esprit n'a jamais changé. Nos collègues qui enseignent à l'UNIA sont toujours obligés de faire une demande au président de l'université pour que celui-ci accepte de bien vouloir les laisser faire des heures en dehors de leurs cours statutaires. De la même façon que nous sommes tenus d'avoir un organigramme que nous faisons valider par l'université. Le programme que vous avez, et qui comprend un certain nombre d'interventions avec un certain nombre de séances, a été validé par l'université. Certes, nous avons notre commission de la pédagogie, c'est sûr, avec quelques collègues éminents, et nous faisons attention à ce que ça puisse rentrer dans le cadre de l'université.
Mais l'imprimatur, la grande imprimatur nous est donnée par l'université. Et il ne viendrait à l'esprit d'aucun d'entre vous de me dire c'est pas normal. Que vient faire l'université? Car l'université revendiquerait alors le fait de cette convention que nous avons signée et que nous partageons avec l'université, qui fait de nous une université à part entière. Mais attention, une université, ce n'est pas une université à faire venir des intervenants de tous les coins de France, même s'il y en a quelques-uns. Et d'ailleurs, parfois, je le regrette. Mais l'accord que nous avions passé, que nous continuons à passer et qui se réalise tous les jours, c'est que ce sont les professeurs de l'université de Nice, de l'université Côte d'Azur, l'UCA, la nouvelle appellation de l'université de Nice, l'UCA, ce sont les enseignants de l'UCA avec lesquels nous avons passé une convention. Ce qui veut dire que vous soyez assis ici ou que vous soyez assis sur les bancs remplis à l'heure actuelle de l'université, vous êtes à l'université. Et le propre de l'UNIA, c'est d'être, comme dans la plupart des académies de France, où les choses se sont passées de la même façon, c'est d'être l'antenne, le fer de lance de l'université dans la société. La preuve, dans le programme, vous avez quand même 60 matières. Qu'est-ce qui nous manque? Entre nous, qu'est-ce qui nous manque? Nous font défaut les matières pour lesquelles il faut un équipement lourd. Évidemment, on ne forme pas des ingénieurs en matière atomique, parce qu'on n'a pas les moyens matériels. Mais sitôt qu'on entre dans le domaine des facultés de lettres, les facultés de médecine, les facultés de droit, une partie des facultés de sciences, nous sommes la copie directement dans la ville. Et de ce point de vue-là, lorsque nous distribuons quand même, attendez, 280 conférences dans l'année, c'est-à-dire 280 cours dans l'année. J'évite d'employer le mot cours parce que ça fait scolaire et ça ne vous plairait pas. Mais 280 conférences qui sont autant de cours magistraux vous sont délivrés par les collègues de l'université qui veulent bien venir vers nous parce que c'est aussi leur mission. Moi, pendant des années, j'ai été professeur de philologie. Et je crois qu'on a fermé la porte après moi. Il n'y a plus d'agrégation de philologie. J'ai été professeur de philologie, mais j'ai eu plaisir, quand nous étions à l'université, à enseigner à l'université. Ça faisait partie de mon cursus, validé par le président de l'université. Tout ça pour vous dire, pour ceux qui auraient des doutes ou qui auraient des angoisses, en se disant, est-ce que l'UNIA ne brade pas le savoir? Est-ce que l'UNIA ne fait pas appel à n'importe qui? Est-ce que l'UNIA ceci? Est-ce que l'UNIA cela? Tout cela pour vous dire que l'UNIA, depuis l'origine, est un vecteur du savoir et de la science dans la société. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons voulu, l'UNIA, faire rayonner par un réseau d'antennes qui se gère de manière indépendante, mais qui profite et utilise nos enseignants qui ont le label pour pouvoir enseigner chez eux. Je me rappelle encore quand nous avons créé l'université de Villefranche. C'est pas rien. Et après, celle de Vence. Et après, celle de Saint-Laurent-du-Var. Et après, celle de Roquefort-les-Pins. Et après, celle de Saint-Raphaël. Et après, celle de Fréjus. C'était pas rien. Et c'est ainsi que d'année en année, eh bien, on a rayonné et on a donné à tous ceux qui le souhaitaient cette possibilité extraordinaire que ce n'était pas
eux qui allaient à l'université, c'était l'université qui venait vers eux. Mais ça s'est marqué par des liens encore plus forts. Savez-vous que parmi nous, il y en a un certain nombre qui viennent en aide à des étudiants handicapés de l'Université de Nice, en particulier lorsqu'ils passent les examens. Il y en a qui ont des difficultés même à écrire. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un à leur côté pour pouvoir leur venir en aide. À qui l'université a-t-elle demandé de porter cette aide-là? À l'UNIA. Pour quelle raison? Parce qu'elle estimait que ce qu'elle nous avait donné, nous pouvions lui rendre en partie. Savez-vous aussi, et ça continue, que nous participons à la recherche? Lorsque vous allez au siège de l'UNIA et que vous regardez la petite bibliothèque qui se trouve à l'étage, si vous êtes curieux, vous verrez qu'il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont été écrits par des groupes de recherche de l'UNIA sous la direction d'un professeur de l'université. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire cette capacité qu'ont l'université de se dire que chez nous, il y a peut-être un vivier de grands esprits, de personnes de connaissance et de savoir qui pourraient aider dans ce domaine-là. Ajoutons aussi que notre université est ouverte à tous les membres de l'université Côte d'Azur, c'est-à-dire la grande université. C'est gratuit pour eux. C'est gratuit. Les étudiants sont ici, chez eux. Les enseignants sont ici, chez eux. Les personnels administratifs, les personnels techniques, tous ceux qui appartiennent, et Dieu sait s'ils sont nombreux, ont d'emblée leur carte gratuite chez nous. Et c'est toujours un véritable plaisir que de voir de temps en temps l'enseignant qui donne des conférences arriver avec quelques-uns de ses étudiants qui viennent écouter parce qu'ils se disent c'est peut-être une séance de rattrapage. Ou bien avaient le plaisir de l'entendre à nouveau dans une autre enceinte. Nous sommes tellement embriqués dans l'université que, chers amis, je vous le dis, avec votre carte de l'UNIA, vous êtes des universitaires. Pas des universitaires au rabais. Vous êtes des universitaires, des étudiants de l'université. Vous participez à l'université et vous participez à l'écoute et à la recherche du savoir. Et pourquoi ce lien est-il si étroit? Parce que l'université a un besoin absolu de nous. Que serait une université si elle produit du savoir, mais ce savoir n'est pas diffusé? Moi-même, j'ai participé, je cite mon cas parce que je le connais bien, mais c'est forcément le cas des autres collègues. Moi-même, dans le domaine qui était le mien, j'ai participé à la recherche, j'ai fait peut-être avancer un petit peu, allez savoir, pourquoi pas, mais il fallait que ça soit diffusé. Il fallait que ça soit diffusé. Pour que ce soit diffusé, encore fallait-il qu'il y ait des gens pour l'entendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que notre université est ainsi comprise qu'elle sert de caisse de résonance dans la société pour l'université. C'est bien beau d'avoir des étudiants, mais s'il n'y a pas des gens pour faire valoir le savoir, il sert à quoi le savoir? Entre spécialistes, qu'est-ce qu'on reproche à l'université? De couper les cheveux en quatre du savoir entre spécialistes. C'est pour ça que notre présence est absolument indispensable. Nous sommes les diffuseurs du savoir. Vous avez noté que depuis quelque temps, où je fais des éditoriaux, j'insiste là-dessus. Nous diffusons le savoir.
Nous diffusons le savoir hors de cette enceinte, hors de l'enceinte de l'UNIA, parce qu'on parle, parce qu'on discute, parce qu'on rencontre des gens et on leur dit « on a entendu ceci, on a fait cela, on a acquis une connaissance dans tel ou tel domaine ». Et donc, de ce point de vue-là, notre apport est irremplaçable. Nous sommes des passeurs de culture. Non seulement nous apprenons, mais nous apprenons à apprendre. Non seulement nous apprenons ici, mais à l'extérieur, les gens que nous rencontrons dans le cercle où nous vivons, nous disons ce que nous faisons, nous disons ce que nous apprenons, nous disons ce que la science émerge et fait et crée pour demain. C'est-à-dire, pardonnez-moi l'expression, mais aujourd'hui, comme c'est la rentrée, eh bien, disons les choses simplement. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec la manière dont on nous dit « Ah bien écoutez, inscrivez-vous à l'UNIA, vous pourrez ainsi discuter entre vous, vous pourrez ainsi faire de la culture, etc. Ça vous fera passer le temps. Il vaut mieux passer le temps à la culture qu'à la télévision. » Non, vous n'êtes pas là pour ça, même si c'est en partie vrai, y compris pour moi. Mais si vous êtes à l'UNIA, c'est pour qu'à l'extérieur, auprès d'amis, vous diffusiez le savoir. Rien n'est plus beau qu'un savoir qui se diffuse et qui passe de bouche à oreille et d'oreille à bouche et qui se diffuse et qui enrichit et qui nourrit la société humaine. Autrement dit, nous n'avons rien d'égoïste. D'un côté, on pourrait dire, moi, j'ai payé ma cotisation, allez, je prends le maximum. Mais ça serait une culture égoïste. Aucun d'entre vous n'admet ce type de culture. C'est-à-dire que, non seulement nous aspirons au savoir, mais nous aspirons de cette manière-là à la solidarité. Parce que nous savons qu'étant passeurs de culture, eh bien forcément, nous sommes solidaires de ceux que nous rencontrons et auxquels nous diffusons le savoir. Cette solidarité, nous la manifestons d'abord dans le cadre universitaire. Chaque année, vous avez des étudiants handicapés qui passent des examens et qui, pour une raison ou une autre, ont du mal à entendre, ont du mal à se déplacer, ont besoin d'une assistance physique, d'une présence. Et cette assistance-là, cette présence-là, eh bien, vous êtes un certain nombre à l'assumer. Vous ne le savez pas, mais il y a parmi vous des gens qui, non seulement sont contents de venir à l'UNIA pour se cultiver, sont contents de venir à l'UNIA pour diffuser la culture, mais sont contents aussi de venir à l'UNIA pour aider ceux qui, quelque part, touchent de près à la culture. Lors de la crise du Covid-19 qui n'est pas terminée, on a fait appel à nous et nous avons fourni une liste de personnes, je les remercie, je ne les citerai pas, mais je les remercie du fond du cœur, qui ont accepté, parce qu'elles avaient quelques compétences dans ce domaine-là, à venir en aide aux équipes qui étaient face à cette épidémie dont nul ne sait si elle est vraiment terminée. Ajoutons que, et c'est là un des aspects qui me touche le plus, moi j'ai été nourri dans la culture et l'université. Quelle chance! Et dans une société qui était d'un certain standing. Quelle chance! Et avec des gens comme vous, qui m'ont rendu la vie plus claire et plus belle et plus ensoleillée. Quelle super chance! Mais je savais qu'il y avait des régions du monde dans lesquelles même la simple école primaire n'existe pas. Et qu'il eût été indécent de notre part de pouvoir continuer à fréquenter les bancs de l'UNIA si quelque part nous ne faisions pas un geste solidaire
pour créer ne serait-ce qu'une école, mais si chaque association comme la nôtre faisait le même geste, quel mouvement incroyable! Alors, quelque part, dans la région du Bas-Congo, au travers d'une ONG, on a créé une école. Et pourquoi pas une école sur notre territoire, comme on l'avait demandé? Parce que nous sommes une nation riche par rapport à toute la misère du monde, et qu'il serait presque indécent d'être si bien à l'aise sur les bancs de cet amphi, alors que nous savons que des petits-enfants n'ont même pas accès au minimum de culture de base. Alors je vous le signale, et oui, grâce à vous, grâce à votre sens de la générosité du partage, nous créons une école dans un petit village du Bas-Congo dont je pourrais donner les coordonnées si d'aventure ça intéressait certains. Mais on est allé au-delà, ou plutôt en deçà. Tout dépend comment on situe le curseur. Grâce à l'action d'un certain nombre de nos uniates, Paul Barbier de Reuil, Alain Lavis, on a créé le plus formidable studio qui m'ait été donné de fréquenter. Alors que nous étions muets complètement, puisque tout était fermé, voici que notre voix a continué à se faire entendre au travers d'un studio que nous avons créé. Maintenant, nous revenons évidemment en présentiel, pour parler de manière savante, puisque les conférences vont avoir lieu comme avant, on retourne à l'étiage d'avant, à la manière de procéder d'avant, si évidemment l'épidémie continue à se dissiper. Bon, autrement, bien, de toute façon, maintenant on est prêt. Si l'épidémie frappe, bon, eh bien on fera du différentiel avec notre studio, comme l'année dernière, et si l'épidémie se calme, comme aujourd'hui, eh bien nous allons directement en salle. Mais ce studio, qui a coûté une certaine somme, on allait le garder pour nous? Et tous ces seigneurs des grandes vallées, sinistrés par la tempête, ceux des vallées de la Tinée, de la Vésubie, de la Roya, qui ne peuvent pas venir, d'abord, parce que c'est trop loin pour venir régulièrement, mais ensuite parce que les routes ne sont pas d'un praticable extrême. Et pourquoi on ne mettrait pas notre antenne à leur disposition? Et tous ces seigneurs handicapés, y compris ceux qui habitent Nice, qui n'arrivent même pas à descendre de l'étage où ils habitent au rez-de-chaussée, pourquoi on ne mettrait pas l'antenne à leur disposition? Pourquoi on ne ferait pas ce geste humanitaire qui consiste, peut-être pour une participation, mais extrêmement minime, ou même pour une gratuité totale? Qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi on ne mettrait pas cette antenne à leur disposition? J'ai saisi dans ce sens le Conseil général, puisque c'est lui qui gère l'ensemble du département. S'il y avait eu Auguste, mais il le sait, je lui en aurais fait part. Le Conseil général a accepté qu'il soit partie prenante, qu'on joue ce rôle irremplaçable de solidarité culturelle qui fait que, puisqu'ils ne peuvent pas venir à nous, pour reprendre la même formule, alors nous allons aller à eux. Et nous allons, voici notre... Auguste, rentre. Je vais donc reprendre 2 secondes pour qu'Auguste m'entende sur ce point très particulier. Auguste, j'étais en train de dire, et je suis content que tu sois là, j'étais en train de dire que nous avions créé un studio qui permet de diffuser, quand on ne peut pas faire du présentiel, on fait du différentiel en studio. Par exemple, cette année, l'année passée, on a diffusé plus de 280 conférences en différentiel, c'est pas rien. Et certains d'entre vous étaient ravis avec leur petit whisky, là, de s'asseoir sur le canapé, de regarder sur l'écran de télévision, y projeter la conférence que, évidemment, nos collègues pouvaient tenir. Mais ce studio, maintenant,
que nous sommes en présentiel, eh bien, nous allons l'utiliser, Auguste, pour venir en aide culturelle. Et j'ai une réponse positive du conseil départemental pour avoir une aide, non pas matérielle, on n'en est pas là, mais pour avoir une aide de technique et morale. Nous allons mettre notre antenne à disposition gratuite de tous ces seniors qui habitent les vallées sinistrées et qui ne peuvent pas, en raison des difficultés d'acheminement, ou même parce que c'est trop loin, et qui ne peuvent pas venir de manière régulière, 3 ou 4 fois par semaine, chez nous. Donc ils vont s'inscrire, on va leur donner un numéro de code, et avec ce numéro de code, ils vont accéder à toutes nos conférences. Ce sera valable pour ceux qui habitent ces vallées déshéritées, mais qui vont redevenir si belles, parce que, évidemment, ce sont les vallées de notre cœur. Mais en même temps aussi, nous allons mettre l'antenne, et je termine sur cette parenthèse que j'avais ouverte, nous allons mettre l'antenne au service de tous les seniors handicapés, y compris ceux qui habitent Nice, et qui ne peuvent pas venir, ne peuvent pas se déplacer. Alors, nous allons aller à eux, puisqu'ils ne peuvent pas venir à nous. Voilà quelles sont quelques-unes des actions que nous menons dans le cadre de la solidarité universitaire. Déjà, Socrate, et vous me pardonnerez de le citer, disait qu'il n'y a pas de vraie culture sans humanité. Rappelez-vous quand même le terme d'humanité, un peu désuet, mais que nous tous savons utiliser. Les humanités. Les humanités, c'est le savoir. C'est bizarre, comme les humanités, c'est l'humanité. On ne peut pas aller aux humanités sans humanité, et on ne peut pas aller à l'humanité sans les humanités. C'est l'objet absolu de notre rencontre, et c'est l'objet absolu et d'excellence de cette université de Nice Interage. Voilà, chers amis, quelques précisions, quelques fondamentaux que je voulais vous exprimer. Chez nous, le savoir, oui, la solidarité, oui, tout va de pair dans une espèce d'atmosphère qui fait que, au-delà, un petit peu comme dans une abbaye de Thélème, cher Rabelais, eh bien, nous sommes contents de nous fréquenter. Nous sommes contents de partager un repas, une boisson, nous sommes contents de nous rencontrer. Je suis si content de voir André, que j'ai l'impression qu'elle a toujours été avec moi. Et je suis si content de vous voir. C'est ça, finalement, l'ambiance de l'université. Nous sommes des universitaires avec un cœur gros comme le savoir et avec un savoir gros comme la science. Voilà, je vais passer la parole à Auguste parce que j'ai peur qu'il soit tenu par le temps. Ou bien veux-tu que nous mettions un intervenant? Nous avons encore Alain qui peut parler avant toi. Oui. Alain, tu veux venir? Comme vous voulez, comme tu veux. Il y a Alain qui va parler, et puis ensuite ça sera toi. Okay, attends, tu veux parler tout de suite? Non, non, ça va. Alors c'est dur. Vas-y. Attention, je vais être long. Hein. Il va être long. Je m'en vais si c'est trop long. C'est bon. Bon, on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord sans difficulté, puisque Auguste, dans lequel on a été combien, 12 ans comme si, on se connaît tellement qu'on a l'impression, quand on se voit, qu'on s'est toujours vu. On s'est toujours vu. Allez, vas-y, Alain. Bien, bonjour à tous. Je voudrais d'abord dire la bienvenue aux nouveaux adhérents qui rejoignent l'UNIA pour la première fois cette année. J'ai constaté qu'il y en avait pas mal pour les avoir rencontrés lors des inscriptions qui se sont déroulées pendant tout le mois de septembre. Est-ce qu'il y en a des présents dans cette salle, des gens qui sont nouveaux pour l'instant? Oui. Une bonne vingtaine, à peu près. OK, donc c'est bien, j'espère que vous ne le regretterez pas. Bienvenue aux anciens qui ont mis l'année dernière entre parenthèses, tout simplement parce qu'ils ont
2 raisons majeures, peut-être 3, je ne sais pas. C'est qu'ils ont été très frustrés de voir qu'on faisait du distanciel et non pas du présentiel. Malheureusement, on n'a pas pu faire autrement. L'année dernière, on a eu la possibilité de faire 3 conférences en salle, pas une de plus. Tout a été fermé après. Donc on a été obligé d'utiliser notre studio que nous avions un petit peu anticipé avec un studio provisoire pendant la fin de l'année 2020, l'année universitaire 2020. Ensuite, il y a ceux qui sont moins technologues que d'autres et qui ont des difficultés à utiliser le matériel informatique et donc le distanciel obligé à utiliser justement ce matériel. Et puis, il y a ceux qui ont déménagé, qui ne veulent plus venir. Bon. En fait, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis ensuite, bienvenue à nos fidèles que nous avions perdus depuis le début de la pandémie, mais eux ne nous avaient pas perdus puisqu'ils ont pu voir presque l'intégralité de nos conférences en ligne. Donc, merci à eux de nous avoir suivis et de nous avoir fait part de leur satisfaction sur les conférences qui ont été données en ligne, avec un avantage et des inconvénients, bien entendu, mais l'avantage, c'est que les conférences restaient pendant quelques jours, donc ils avaient la possibilité de les voir, de les revoir. C'est toujours intéressant, pour l'avoir moi-même expérimenté, de pouvoir revoir une conférence dont on n'a pas tout à fait compris tous les tenants et aboutissants. Alors, le fait de revoir, ça facilite pas mal les choses. Voilà. Ça, c'était pour les adhérents. Notre secrétariat, dont je vois nos 2 principaux représentants ici dans l'allée, Cécile et Mathieu, que beaucoup connaissent, bien entendu, que la plupart connaissent, c'est sûr, à part les tout nouveaux. Vous les avez rencontrés peut-être si vous êtes venus vous inscrire au secrétariat. Bien sûr, ils ne ménagent pas leur peine pour vous accueillir, vous informer, vous guider. Et ils sont votre incontournable plaque tournante. C'est par eux que vous aurez tous les renseignements concernant l'UNIA. Ils connaissent l'UNIA comme leur poche. Ils sont là depuis de nombreuses années, je ne dirai pas combien, mais c'est vraiment notre plaque tournante. Donc n'hésitez pas à les solliciter, à nous téléphoner et à venir nous voir. Nous avons de nombreux bénévoles qui œuvrent pour vous. Tout d'abord, il y a ceux qui, chaque année, au mois de septembre, viennent nous aider à inscrire. On recueille les adhésions et ça nous permet de gagner du temps. Alors bien sûr, il y a toujours les adhésions qui arrivent par la poste, puisque le programme est diffusé à tous les anciens adhérents. Il a été diffusé cette année à 2 années d'adhérents et beaucoup s'inscrivent par voie postale, voire par téléphone. Alors le secrétariat, pendant ce moment-là, pendant l'inscription des mois de septembre, il travaille à flux tendu. Il faut bien entendu accueillir et informer, il faut enregistrer dans la base de données, il faut traiter les encaissements, il faut réaliser les cartes, les mettre en enveloppe, les poster. Et donc ça veut dire qu'il y a du monde quand même qui travaille, même derrière eux, il y a un certain nombre de bénévoles qui participent à cette inscription des nouveaux adhérents. Alors à ce propos, une petite parenthèse, avant la pandémie, l'UNIA c'était 2000 adhérents. Je fais grosso modo, hein, j'arrondis à 2000, on est proche des 2000. J'arrondis donc à 2000, c'est des chiffres qui parlent. Donc on a 2000 adhérents avant la pandémie. Nous avons réussi à en convaincre 1000 l'année dernière et on a pu donc sauver l'UNIA grâce au studio dont Jean-Michel vous a parlé tout à l'heure
et qui nous a permis finalement de dérouler la quasi-totalité de nos conférences. Donc il nous en restait 1000, on en a perdu 50%, grosso modo. Cette année, nous repartons sur de bonnes bases. Les inscriptions sont relativement prometteuses. On n'atteindra pas les niveaux de l'année N-2, mais on va être dans des niveaux intermédiaires. Les pentes d'inscription, pour l'instant, sont bonnes et ne mollissent pas. On n'a pas les mêmes pentes qu'il y a 2 ans, mais ça vient. Donc on y croit. Alors après, je dis 1500 peut-être, 1400, 1300, 1600. Bon, vous savez, il y a Pierre Dac qui disait « Les prévisions sont toujours difficiles, surtout quand ça concerne le futur. » Alors, oui, donc cette année, en fait, on va avoir à peu près le même nombre de conférences que l'année dernière, auxquelles viendront s'ajouter une vingtaine de conférences pour l'université d'été qui aura lieu en juillet-août. Je reviens à nos bénévoles. Alors les bénévoles, ce n'est pas seulement ceux qui viennent vous inscrire, c'est aussi tous les animateurs de clubs qui vont vous permettre de découvrir de nouveaux horizons au niveau littéraire, philosophique, historique, scientifique, musicaux, cinématographique et informatique. On avait un club multimédia il y a 2 ans, 2 ans et demi maintenant, qui a jeté l'éponge. Et l'année dernière, on a eu des clubs, mais pas d'un club d'informatique. Cette année, on va en créer un, mais je vais y revenir. Et tous ces clubs vous permettent de réfléchir et de faire des débats sur tous les sujets dont je vous ai parlé et dont les programmes sont déjà affichés en grande partie dans le livret programme que vous voyez là et que vous devez tous avoir en main. Si vous ne l'avez pas en main, il y en a à l'entrée. Utilisez-les, prenez-le et utilisez-le. Alors ensuite, en dehors des animateurs de club, il y a les animateurs de randonnée. Ils sont 10-12 à peu près. Il y a 4 niveaux de randonnée. Et eux, ils vous font découvrir notre superbe région et vous permettront de tenir vos neurones en pleine forme. C'est quoi la maxime? C'est mens sana in corpore sano, c'est ça? C'est du latin? C'est du latin. Bon. Apparemment. Je n'ai jamais fait une fois un cours de latin, mais il y a ça, je m'en rappelle. Ces animateurs de randonnée, bien sûr, ont reçu une formation officielle spécifique pour cette fonction très particulière, c'est-à-dire que chaque année, ils vont faire des formations pour se sensibiliser aux risques, à la sécurité, aux premiers secours, etc. Ensuite, parmi les bénévoles, on a tous les membres du conseil d'administration. Ils ont été 34, on en a un petit peu moins aujourd'hui parce qu'on a eu quelques personnes, on a eu une personne décédée et une autre qui n'a pas pu revenir. Les membres du bureau font partie du conseil d'administration, donc je ne les citerai pas. Et ensuite, il y a les bénévoles qui œuvrent pour l'université, dont Jean-Michel vous a parlé un tout petit peu. Par contre, il ne vous a pas parlé de l'Union internationale, qui est managée par Magda Arrighi, et qui accompagne avec d'autres bénévoles de l'UNIA des étudiants étrangers de l'Université Côte d'Azur, une quarantaine à peu près, 5 à 6 fois par an, dans toute la région, pour leur faire découvrir ce pays et leur permettre de perfectionner leur français. Voilà. Alors pour ça, nous sommes aidés par le conseil départemental
dont M. Auguste Vérola est là, que nous remercions parce qu'il nous aide par une subvention pour accompagner ces étudiants étrangers à visiter notre région. Donc merci pour cette subvention qui est très régulière, que nous recevons depuis de nombreuses années et qui ne faillit pas. Ensuite, on a l'aide aux étudiants handicapés. Donc on a quelques bénévoles qui s'occupent de ça. Rappelons que l'Université Côte d'Azur dénombre à peu près 500 étudiants handicapés, en statut de handicap, sur environ 30 000. Donc le but, c'est d'améliorer leurs conditions de travail, humaines et matérielles, les accompagner, prendre des notes, leur servir de tuteur, de secrétaire, d'évaluation, d'interprète, les aider dans leurs démarches administratives, etc. Donc tous ces bénévoles, merci à eux pour cette noble fonction. Alors, qu'est-ce qui est nouveau cette année? Ce qui est nouveau cette année, alors, je vous avais parlé d'un atelier informatique. Nous avons créé avec Paul Barbier-de-Reuil, qui se trouve là à côté de moi, un atelier informatique qui se présentera sous forme de 2 ateliers parallèles, en fait, sur les mêmes sujets. Un qui sera consacré au PC et au domaine Windows, et l'autre qui sera consacré au Mac. PC Windows, ça sera Paul, le Mac, ça sera moi-même. Le but, c'est un atelier pratique et basique qui s'adresse en priorité à tous ceux qui ont rencontré des difficultés à se connecter pour assister à nos conférences en distanciel. Il y en a quand même un certain nombre et nous voudrions leur apprendre, leur montrer comment le faire facilement, basiquement, avec les moyens dont ils disposent. Donc on va commencer dès la fin de la semaine, vendredi matin, par un petit atelier d'information et de prise de contact. On va vous présenter les buts de cet atelier. En aucun cas, c'est un atelier qui se veut élitiste et qui s'adresse à des gens, d'abord, qui soient motivés et qui ont besoin de ces bases pour se connecter. Beaucoup savent le faire, mais beaucoup encore ont besoin de se perfectionner là-dedans. Nous avons décidé de créer ça pour ça. Ensuite, ce qui est nouveau, c'est bien entendu, c'est les voyages de fin d'année. Ils changent tous les ans. Alors, le premier d'entre eux, il a déjà été reporté 2 fois, c'est le voyage à Turin, qui est un séjour culturel qui s'appelle « De la capitale des États de Savoie à la première capitale du Royaume d'Italie » et qui sera accompagné par Jean-Marc Guillaume, ici présent. Le deuxième, c'est un autre séjour culturel, Athènes et les Cyclades, sur le thème de la géologie, l'archéologie, les volcans et les minéraux, et qui sera accompagné par Marc Sosson sur des thèmes de son cours sur les sciences de la Terre. Et enfin, on a un voyage annuel des randonneurs traditionnels qui, chaque année, va dans un lieu différent pour faire de la randonnée pendant une semaine. Il a été également reporté 2 fois à cause de la pandémie. Cette année, l'année prochaine plutôt, au mois de juin, il se placera dans la vallée de l'Ubaye, au village club Louriouclar à Méolan-Revel, qui sera accompagné par toute l'équipe des animateurs de randonnée. Alors pour ces voyages, nous sommes un peu bordés. Nous faisons partie d'abord du groupe Atout France et nous sommes immatriculés au registre national des opérateurs de voyage et de séjour. Nous avons également une garantie financière couverte par l'APST, Association professionnelle de solidarité tourisme, qui garantit financièrement ce voyage en cas de pépin majeur. Ensuite, nous sommes couverts par la MAIF, qui est la mutuelle assurance des instituteurs de France, pour tout ce qui concerne la responsabilité civile. Et enfin, toutes les assurances annulations sont propres à chaque voyagiste et nous les proposons systématiquement. Vous pouvez les prendre ou ne pas les prendre.
Alors, un point important, l'information et la communication. Voilà. Je voudrais vous présenter ce tableau que je présente chaque année, qui est notre galaxie des moyens de communication. Il est mis à jour régulièrement. Alors, bien entendu, le principal point de communication, c'est le secrétariat. C'est nos bureaux qui sont aux 5 rue Verdi. Ensuite, on a le livret programme que vous avez tous en main. Vous avez le site internet, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. On a un info flash de rentrée, de début d'année, derrière lequel se trouve un tableau intéressant qui va vous détailler, qui va vous donner une vue globale des conférences de l'année. Je vous le montre juste rapidement parce que vous ne pourrez pas le lire, ce n'est pas possible. Mais ça vous donne... voilà. Là, vous avez la synthèse globale de l'année de toutes les conférences dans toutes les salles. C'est impressionnant, elles y sont toutes. Je reviens à ma galaxie des programmes. On a ensuite une flash letter. On est un peu anglophone, mais elle remplace notre newsletter, mais c'est des termes consacrés. On vient d'inaugurer la première avec un nouveau style. Et cette flash letter, on l'envoie chaque fois que c'est nécessaire, quand il y a des informations importantes. Ensuite, vous pouvez nous communiquer avec nous. On communique par vous aussi, par SMS sur vos téléphones, par mail aussi. On envoie régulièrement des mails à tout le monde pour tout ce qui est nouveau également, notamment la flash letter elle passe par mail. On a un compte Facebook, on a un compte YouTube par lequel on passe lorsqu'on diffuse nos conférences en différentiel. Et enfin, on a la ligne SAS, qui est le spécial annonce semaine, qui vous permet 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de savoir s'il y a des modifications dans les programmes. Donc pour ceux qui habitent loin, n'hésitez pas à l'utiliser. Alors ce n'est pas un répondeur, il ne vous répondra pas, il ne fera que vous informer. Voilà. Alors pour le site Internet, vous devez tous le connaître. Ceux qui ne le connaissent pas, allez-y. Il est plein d'informations, il y a tout ce qu'il faut et c'est à jour. C'est tenu en permanence. C'est un formidable outil d'information mis à jour en temps réel. On a grosso modo 50 000 visites par an et environ 150 000 pages consultées. Alors, je n'ai pas fait le bilan cette année, mais ça ne bouge pas généralement d'une année sur l'autre. Allez le découvrir. Vous aurez les informations générales, les emplois du temps de la quinzaine à venir, ou même maintenant, c'est l'emploi du temps, vous pourrez l'avoir pour toute l'année, en détaillé. Les événements à venir, vous aurez les enseignants, c'est un trombinoscope qui vous permettra de mieux les voir, les connaître, une dernière minute et un espace adhérent sur lequel vous devez vous inscrire avec un mot de passe. Pour ça, vous contactez le secrétariat pour qu'on vous délivre un mot de passe et qu'on le valide, ce qui vous permettra d'assister, d'accéder notamment aux cours de certains enseignants qui sont mis en ligne à travers cet espace. Vous pourrez voir leur slide, leur transparent. Voilà. Vous aurez la présentation des clubs, des différents clubs. Vous aurez l'historique des infoflash. Et il y aura, pour les randonnées aussi, c'est très intéressant, vous aurez les cartes des randonnées à venir, les cartes d'état-major, avec toutes les consignes nécessaires pour faire ces randonnées. Et également, il y a également un album photo et vidéo qui vous permettra de voir un peu le passé de l'UNIA. Vous avez souvent besoin d'informations rapides. Alors, aller sur le site Internet pour avoir des informations rapides, ce n'est pas toujours facile, il faut aller chercher. Donc, néanmoins, dans le site Internet, il y a un espace dernière minute
et un espace emploi du temps qui vous permet d'avoir ce qui est en ce moment, ce qui existe en ce moment. Lisez les flash letters qui vous sont envoyés régulièrement. Il y a toujours des informations intéressantes et ça regroupe toutes ces informations importantes qui sont à venir. Lisez nos mails. Nous envoyons des mails à environ 80-90% de tous les adhérents, de tous ceux qui ont donné leur mail, mais surtout lisez-les, ouvrez-les, parce qu'on a encore pas mal d'adhérents qui n'ouvrent pas leur mail. Alors là-dedans, dans ces mails-là, il y a des informations importantes. Et soyez attentifs aussi aux SMS qui peuvent vous arriver sur vos smartphones. Là, presque 100% les lisent, parce qu'ils vous sautent aux yeux. Alors toutes ces informations, notamment les mails et les SMS, ce sont des services que nous payons et qui coûtent sensiblement cher. Voilà. Donc, utilisez-les. Ensuite, au début de chaque conférence, normalement, il y a des informations qui vous sont données quand elles sont importantes. Et le SAS spécial annonce semaine, dont je vous ai parlé, là, ça vous permet d'avoir des informations extrêmement rapides. Après, bien entendu, vous téléphonez au secrétariat et vous aurez aussi les informations rapides. Voilà. J'ai presque fini. Cette année, dans le fonctionnement de l'INIA, il y a une nouveauté, c'est que il y a toujours encore la pandémie qui circule, plus ou moins. Donc la présence du pass sanitaire est obligatoire. Vous avez dû y passer là, pour rentrer dans le CUM. Ça sera obligatoire pour toutes les autres salles de conférence. Il faudra présenter votre pass sanitaire, sinon vous ne pouvez pas rentrer. Ça sera valable également au secrétariat, pour les clubs, et pour pouvoir participer aux activités, et surtout aussi aux cours qui sont donnés au secrétariat, les cours de langue, notamment la chorale, et aussi les cours de sport, qui sont nos activités optionnelles. Voilà. N'oublions pas aussi que vous devez présenter vos cartes étudiants pour accéder aux salles. C'est important parce que c'est notre nerf de la guerre. C'est avec vos cotisations et vos adhésions que nous pouvons vivre et que nous vivons à 98%, le reste étant des subventions qui n'ont pas évidemment le niveau du montant de vos adhésions. Voilà. J'ai été long, je sais, mais je voulais que vous sachiez à peu près tout. N'hésitez pas à nous demander des explications, des précisions. Utilisez le téléphone, notre secrétariat. Merci à tous de m'avoir écouté. Nous sommes toujours fiers de vous avoir nombreux avec nous. Et vous représentez un moteur indéniablement puissant pour l'UNIA. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Bien, je passe la parole à notre ami Auguste Vérola, qui représente le conseil départemental. Merci Jean-Michel. Alors, j'essaye de venir chaque année, mais je crois que je suis venu chaque année, mais cette année, je ne voulais pas. Alors, pour tout vous dire, je viens entre deux réunions, mais je tenais à venir quand même. Je venais d'abord à venir pour vous, les étudiants, pour Jean-Michel, qui mène cette association depuis toujours avec beaucoup de foi et qui ne s'est pas ralenti lorsqu'il a été à la mairie. Et puis, ne serait-ce aussi parce que le siège, c'est quand même rue Verdi, et qu'il s'est trouvé que dans les élections, les dernières cantonales, la permanence était juste en face, puisqu'elle était à l'avenue Aubert, donc j'étais juste en face. Alors, puisque je vous parle d'élections, ces élections ont été amenées à un changement et j'ai changé de délégation, puisque jusqu'à présent j'avais l'insertion et l'enfance. J'ai gardé l'enfance, mais j'ai la culture. Donc, je vous le dis d'emblée,
je vous le dis à tous et en particulier à toi Jean-Michel, si vous avez un projet culturel un petit peu supplémentaire, avoir un peu d'aide, je suis à votre entière disposition, parce que quand je vois le programme culturel, en dehors du programme sportif, je vois que vous nagez à la piscine Falicon, mais moi c'est Magnan ou Saint-François, donc on ne risque pas de se croiser. Mais quand je vois le programme culturel qui est tellement riche, et que si je peux, dans cette nouvelle délégation, vous aider, ça sera très, très volontiers. Et là, je suis content de retrouver aussi mon ami Jean-Marc Giaume. On se connaît depuis bien avant qu'il rentre à la mairie, comme avec Jean-Michel. Parce que Jean-Michel, je l'ai découvert ici à l'UNIA, et Jean-Marc, je l'ai découvert avant qu'il rentre à la mairie, parce que son grand-père a une rue, son père a une petite placette, donc j'avais ces commissions-là et j'ai été heureux d'y participer. Voilà, donc je vais pas être long, je vois quand même quelques visages dans la salle, même masqués, vivement le temps, mais je ne sais pas quel temps. À partir du moment où on nous demande le pass sanitaire, je ne vois pas pourquoi on met des masques. Les gens qui sont au premier rang, ils risquent rien, je ne sais pas, mais c'est la règle. Et d'ailleurs, l'autre jour, ce qui avait de curieux, l'autre jour, on était en face pour la cérémonie des harkis, il y avait le préfet, et quelqu'un demande en plein air, mais monsieur le préfet, est-ce qu'on a le droit d'enlever les masques? Le préfet a répondu, oh, si vous avez le droit, mais moi j'ose pas. Voilà. Alors, cette règle ambiguë du masque, bon, j'espère que les gens se sont fait vacciner, je souhaite qu'ils le soient et qu'on puisse reprendre une vie normale, mais quand je vois le programme qui est aussi riche qu'il a été avant tous ces événements sanitaires que nous avons eus, vous avez dit que vous retrouvez peu à peu le nombre d'étudiants, je vous souhaite d'arriver... Vous avez parlé on ne fait pas de projection, etc. Mais je vous souhaite de revenir à 2000 étudiants. Mais encore une fois, la collectivité que je représente, puisque je suis en plus d'être département, puisque je ne suis plus du tout ville, mais en plus d'être département, je suis aussi le suppléant d'Éric Ciotti. Donc là, on est aussi dans la première circonscription. Et que, comme c'est le président de la commission des finances, j'espère avoir une oreille attentive à vos demandes, mais ça, je n'en doute pas. Donc, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Je vous garde au-delà de mon admiration, qui est sans borne, parce que quand je vois un programme, je me demande s'il y a d'autres villes qui font autant, je ne sais pas, mais c'est absolument fabuleux. Plus les voyages qui vont reprendre. J'ai vu que vous allez aller en Chypre, en Grèce, en dehors des voyages traditionnels. Et puis, comme m'a souligné Jean-Marc, le voyage à Turin qui prendra le relais de ces conférences sur le tourisme et le patrimoine. On a eu la chance d'être reconnu, vous le savez tous, à l'UNESCO. C'est un travail qui était assez collectif. Jean-Marc y a beaucoup participé, ainsi que Jean-Jacques Ayagon, qui habite d'ailleurs pas loin d'ici. Nous avons obtenu, et ces conférences et ces voyages vont prendre le relais, parce que c'est pas tout d'être à l'UNESCO, après il faut le garder, il faut l'entretenir, parce que ce n'est pas l'UNESCO qui va nous entretenir le patrimoine, c'est à nous de le faire. Et on le fait aussi bien par l'entretien matériel que par l'entretien moral qui se fait ici, sur tout ce qui se dit sur notre ville, sur nos quartiers, etc. Voilà. Je vous remercie de votre accueil. Je vais être obligé de partir pour prendre la suite. C'est bien, pour les employés du Conseil général, ils ont 1 heure de suspension de séance, mais je suis obligé de reprendre ma dernière commission, parce que finalement, si je vous propose une aide, c'est aussi parce qu'on avait une commission sur la lutte contre la fraude au RSA. Donc on récupère on essaye de récupérer un peu d'argent pour bien le redistribuer. Merci Jean-Michel, merci à tous et à bientôt. Oui, avec Auguste Vérola, nous avons un ami fidèle et une oreille attentive. Avant de vous laisser vaquer à vos occupations, je voudrais aborder un thème un petit peu délicat, de façon à ce que les choses soient bien claires. Vous avez vu que l'UNIA, ce n'est pas uniquement un distributeur automatique de conférences. C'est un état d'esprit.
c'est une psychologie. C'est à la fois le savoir et la solidarité. Cette évolution s'est faite progressivement. D'abord, avant 2000, où nous sommes passés de l'université à la ville, mais depuis 2000, pendant ces quelques années, nous avons évolué vers solidarité et culture, au sens humanité et humanité. C'est pour cela que, à la suite d'une demande que nous avions formulée, nous avons été reconnus éligibles au mécénat, ce qui n'est pas rien. Éligible au mécénat, cela veut dire que bien, nous pouvons recevoir des dons, puisque notre participation à la fois culturelle et solidaire est en quelque sorte l'axe essentiel de notre action. Dans ce cadre-là, nous avions mis en place un reçu fiscal dans les 2 ans qui précèdent. Et puis, on nous a dit, et j'ai vérifié, c'est la réalité, que la Cour des comptes, vous avez eu un mail là-dessus, que la Cour des comptes avait, sur l'ensemble du territoire français, demandé un réajustement de façon à ce que les choses soient équilibrées autour de ce thème du reçu fiscal. D'habitude, à l'inscription, on vous donne un papier. Mathieu et Cécile vous donnez un papier à l'inscription. Ce papier, vous pouviez le garder jusqu'en avril, puisque la déclaration d'impôt survenait en avril. Donc que vous l'ayez tout de suite à l'inscription, que vous l'ayez avant avril, c'est pareil. Donc, lorsque les choses seront clarifiées, eh bien à ce moment-là, on vous dira exactement ce qu'il en est. Mais j'insiste sur le fait, être reconnu éligible au mécénat, c'est pas rien. Toutes les associations ne sont pas éligibles au mécénat. Et je voudrais vous en remercier, parce que c'est par vos actions, votre manière de vous comporter, ce que vous dites. Imaginons par exemple que dans l'UNIA, il y a à peu près 50 à 60 grands spécialistes de droit qui ont trouvé sans réplique que ce mécénat était tout à fait cohérent et coïncident avec notre nature. Voilà, je voulais vous dire ça de façon à ce qu'on ne le répète pas systématiquement. Vous avez eu un mail, on va vous en envoyer un autre, et puis quand la situation se sera clarifiée, on vous enverra un mail définitif. Voilà. Eh bien écoutez, je n'y croyais plus. Honnêtement, je n'y croyais plus. Je me suis dit, le CUM, on ne va jamais y retourner. Ou bien si on y retourne, on sera 3 ou 4. Je viens de vous voir aussi nombreux que les années précédentes, finalement, sauf l'année dernière. De vous voir aussi nombreux. Écoutez, ça nous donne une espèce de tonus. Ça permet à Alain, à moi-même, à Mathieu, à Cécile, à la dame de l'entrée que nous venons d'embaucher pour qu'elle nous aide justement à faire les entrées, puisque désormais nous sommes en présentiel. Bref, ça nous donne un signal de satisfaction qui n'est pas négligeable. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez du soleil et de la beauté du pays niçois.